Veuillez vous lever. La cour. Mesdames et messieurs, l'audience solennelle est ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Monsieur le procureur général, permettez-moi, avant de recueillir vos réquisitions, de saluer les personnes qui veulent bien nous honorer de leur présence, en particulier le vice-bâtonnier Jean-Yves Le Borgne, parrain de la promotion, le président de la Cour administrative d'appel Patrick Friedman, la directrice des services judiciaires, Madame Carole Champalot, le premier président honoraire de la Cour d'appel de Paris, le président du Conseil national des barreaux, Jean-Marie Burguburu, celui de la conférence des bâtonniers, Marc Bollet, le directeur de l'école, les bâtonniers du ressort de la Cour d'appel de Paris, les anciens bâtonniers de l'ordre et bien d'autres personnalités, dont des avocats de renom et le président d'une section de la Cour administrative d'appel. Nous sommes tous très sensibles au fait qu'en dépit de leurs obligations lourdes, ils aient distrait un peu de leur temps pour donner à cette audience encore plus d'éclat. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, et je tiens en préliminaire, bien entendu, à m'associer pleinement aux propos de bienvenue que vous venez de formuler à l'égard des personnalités qui ont souhaité s'associer à cette audience importante puisqu'elle va marquer le premier pas dans la vie professionnelle de plus de 1700, si mes chiffres sont exacts, nouveaux élèves avocats. C'est un plaisir vraiment, je le dis très sincèrement, très particulier pour moi, pour un procureur général, que d'accueillir ainsi, dans une telle circonstance, de jeunes futurs professionnels qui ont exercé pendant plusieurs années des travaux multiples au sein de l'université, qui se sont préparés et qui voient aujourd'hui, dans cette circonstance très particulière, la réalisation d'un rêve qu'ils ont construit, imaginé, anticipé pendant des mois, voire des années. Cette audience solennelle se tient aujourd'hui, pour la deuxième fois, à l'extérieur du palais de justice. Par la magie d'une ordonnance, Monsieur le Premier Président, vous avez transformé ce lieu largement historique à travers nombre d'événements de notre pays, vous l'avez transformé en une enceinte judiciaire. Cette enceinte judiciaire s'inscrit, pardonnez-moi de redevenir technique, dans les dispositions du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit explicitement que pour un certain nombre de considérations, il est possible de tenir des audiences de justice en dehors de l'enceinte du palais de justice. Ce fut le cas déjà l'an dernier et cela se réalise à nouveau. En réalité, cette justice foraine, comme on la dénomme classiquement, remonte à des temps très anciens, à l'Ancien Régime notamment, à l'époque où le roi exerçait sa justice sur différents points du territoire et pas seulement sous le chêne de Vincennes que l'on connaît bien.
Cette audience se tient dans un lieu très particulier, la Maison de la Mutualité. C'est, je l'ai dit à l'instant, un lieu riche d'événements historiques qui, en réalité, nous ramène à l'époque où l'approche mutualiste a été fortement encouragée par une loi pour la première fois en 1898. En 1901, la première association de mutuelles se créait dans ce contexte. En 1931, Paul Doumer inaugurait ce bâtiment de la mutualité qui avait été réclamé par la mutualité de la Seine. Et d'ailleurs, en 1949, la façade de ce bâtiment a été déclarée inscrite au patrimoine des monuments historiques. Je rappelle tout cela parce que je crois qu'il est important que vous vous souveniez, à l'occasion de votre exercice dans les années à venir, que votre premier pas dans la vie professionnelle s'est effectué au sein d'une maison qui incarne avec la mutualité toute cette approche de solidarité et de responsabilité qui se déploie dans le contexte que symbolise ce bâtiment ici même. Cette innovation de tenir des audiences à l'extérieur, elle a été fortement soutenue il y a un an par Madame le bâtonnier Ferral Schult, qui avait souhaité que l'on puisse organiser cette audience de prestation de serment dans un cadre solennel qui correspond à l'importance de l'événement, j'y insiste, pour chacune et chacun d'entre vous, personnellement. Et je crois que nous nous trouvons en présence, semble-t-il, d'une pratique qui, à travers la deuxième fois, risque de devenir une certaine habitude, si je me réfère à certaines références juridiques. Alors, innovation à travers cette audience à l'extérieur, innovation aussi à travers une nouvelle déclinaison de la grammaire de l'audience, si je puis dire. Vous allez être appelé tout à l'heure par Monsieur le Premier Président à prononcer un serment collectivement. Vous serez amené à le faire dans un climat tout particulier de sérieux et de gravité, car c'est un serment qui vous engage personnellement pour l'exercice de vos fonctions. Vous allez le faire, et je m'en réjouis à voix haute et forte, en levant la main, et ce ne sera pas, heureusement, un serment par la voie dématérialisée, même si pour l'avenir, une bonne partie de votre exercice professionnel va se dérouler sous cette forme. Mesdames et messieurs les élèves avocats, je souhaite vous adresser mes plus chaleureuses félicitations à la suite de la réussite qui a été la vôtre au terme de vos années universitaires. Vous rejoindrez dans quelques jours l'école des avocats à Issy-les-Moulineaux. Vous y serez en d'excellentes mains pendant 18 mois. Vous allez suivre une formation approfondie, à la fois sur le terrain pratique et également toujours suivre la démarche d'approfondissement théorique de vos connaissances. Je crois que c'est un réflexe qui devra se prolonger pendant toute votre carrière. Le réflexe de la formation continue constitue pour chacun d'entre nous, magistrats, avocats, tout professionnel, dorénavant, une obligation absolue. Et il va falloir que vous soyez en mesure de développer cette démarche d'approfondissement de vos connaissances dans un monde où, on le sait bien, la science juridique s'adapte en permanence aux évolutions internationales du droit, aux évolutions de la vie des affaires, aux évolutions de la vie des gens. Auparavant,
en prélude à votre stage, vous allez franchir cette étape importante. Vous allez prêter serment de garder le secret sur les actes et les faits dont vous aurez connaissance au cours de votre formation ou de votre stage. Paradoxe peut-être, diront certains, pour un avocat qui exerce dans la lumière des salles d'audience, voire ne néglige pas de le faire face aux médias, mais en même temps, symbole très important. Vous allez être bénéficiaire d'informations qui vous dépassent personnellement. Ce sont des informations, des éléments qui vont vous être confiés à titre de dépositaire et non de titulaire. Ils seront entre vos mains pour vous permettre d'approfondir votre formation et votre maîtrise professionnelle. Ce sont des secrets qui vont toucher à des choses très importantes, la pratique des affaires, la vie privée des gens, la vie familiale, le patrimoine des individus, l'honneur des personnes qui sont mises en cause dans le cadre de certaines procédures, la situation des victimes confrontées à des situations également particulièrement douloureuses. Il est donc très important que vous y soyez attentifs. D'ailleurs, les dispositions légales prévoient que le non-respect de ce secret est assorti des conséquences disciplinaires, voire pénales, que prévoit la loi. Mais tout au long de cette période de formation, vous allez être amené aussi à approfondir vos connaissances et votre maîtrise de la déontologie. Outre les dimensions concrètes de votre métier sous l'angle technique, la déontologie, qu'on qualifie parfois d'esthétique du dedans, va être au cœur de l'enseignement que vous allez recevoir. Cette déontologie qui va consacrer la préparation aux vertus cardinales de votre profession, pour reprendre une formule de Robert Badinter, cette déontologie, elle va s'incarner dans les termes du serment que vous prêterez dans quelques mois, un serment qui comporte la référence à la dignité, à la conscience, à l'indépendance, à la probité et à l'humanité. Alors vous allez tout au long de votre formation revenir avec vos formateurs sur ces différents termes et leurs conséquences. La dignité, évidemment, ne s'entend pas de je ne sais quelle démarche un peu hautaine et lointaine, bien au contraire. Elle illustre le fait que, à travers votre fonction, votre responsabilité d'auxiliaire de justice, vous êtes rattaché à cette mission fondamentale pour l'État et pour la perception des citoyens qu'est l'œuvre de justice. La conscience, c'est évidemment le fait que, à travers l'écoute que vous allez manifester à l'égard des personnes qui franchiront la porte de votre bureau, vous devrez manifester toujours une attention très particulière et manifester cette conscience avec un souci qui sera en permanence au-delà même de la porte de votre bureau. L'indépendance, elle se manifeste, bien sûr, dans chacune de vos décisions. Et il faudra en faire preuve en toutes circonstances. Je n'insiste pas sur les dimensions de probité et d'humanité qui sont évidentes. Mesdames et messieurs les élèves avocats, vous avez choisi de donner pour nom à votre promotion la promotion Jean-Yves Le Borgne. Quelle facette de ce grand avocat avez-vous privilégié? Un grand professionnel,
un magistrat très investi, très engagé dans les combats qui sont les siens et qui sont ceux de la mission de l'avocat. L'ancien vice-bâtonnier du Conseil de l'Ordre, l'auteur d'ouvrages sur des thématiques intéressant les questions de procédure pénale, le grand orateur, nous en avons eu un témoignage il y a encore quelques minutes, je ne sais pas. En tout cas, je pense que à travers ce choix, vous illustrez votre souhait de vous attacher, encore une fois, aux vertus cardinales qui constituent la profession d'avocat, votre souhait de vous engager au service de ces idéaux qui doivent constituer pour vous dorénavant une référence professionnelle, mais je dirais même aussi personnelle, car ces exigences-là, on les retrouve également en dehors de son cabinet. Je pense que si vous arrivez à conserver à l'esprit ces idéaux qui sont ceux de la profession d'avocat et de la justice, vous franchirez allègrement toutes les difficultés, tous les obstacles que toute vie comporte inévitablement, mais aussi avec son cortège de joie, de satisfaction et de réussite. C'est véritablement le vœu que je forme au début de cette audience et au début de cette période qui s'ouvre pour vous, afin que cette formation vous apporte toutes les clés de la réussite et d'un épanouissement personnel et professionnel total tout au long de votre carrière d'avocat. Monsieur le Premier Président, j'ai donc l'honneur de requérir que soit reçu à présent par votre cour le serment de la nouvelle promotion des élèves avocats, qu'il me soit donné acte de mes réquisitions et du tout dressé procès-verbal. Merci, Monsieur le procureur général. Monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les élèves, mes chers futurs confrères, vous allez là participer, concourir à un moment extrêmement émouvant. Pour ma part, j'ai prêté serment un 27 novembre 1991. Je me souviens encore parfaitement de ce jour de la réforme de surcroît de notre profession. Alors, je vous dis très simplement, très sobrement, du fond du cœur, je vous souhaite de très belles choses, de très belles découvertes. Je vous souhaite d'y prendre beaucoup de plaisir. Vous avez vu ce matin nos exercices, de par les orateurs, nos exercices différents, des pénalistes, des civilistes, ce que l'on appelle improprement des avocats d'affaires. Au-delà de tout ça, nous sommes tous avocats. Et comme je vous l'ai dit ce matin, vous êtes tous uniques. Guidés par une même démarche, la défense, le conseil, le tout sous l'égide et sous le respect des principes fondamentaux de notre profession, de notre serment, avec un fil directeur, la déontologie, garant de notre profession. Alors je vous souhaite plein de belles surprises, un exercice professionnel radieux, enthousiaste, et comme le disait le parrain de la promotion, qui vous invite à aller toujours plus loin, toujours plus haut. Alors, Monsieur le Premier Président, j'ai l'honneur de demander à la Cour de recevoir le serment des élèves admis au Centre de formation professionnelle des avocats présents à cette barre. Merci. Merci, Monsieur le bâtonnier. Mesdames, Messieurs, vous avez réussi l'examen d'accès à l'école de formation du barreau de la région Île-de-France. Je vous en félicite vivement, car, ainsi que j'ai eu l'occasion de le souligner l'année dernière, j'en mesure la difficulté et je n'ignore pas le travail et le talent nécessaires pour la surmonter. Votre serment va être recueilli dans quelques instants. Il donne à la Cour l'occasion
d'attirer solennellement votre attention sur son importance à travers quelques observations sur la justice que vous me permettrez de vous livrer. Vous allez exercer, à l'issue de votre scolarité, l'un des plus beaux métiers qui soient. Un de ces métiers qui demande à la fois une expertise, en l'occurrence une expertise juridique, un savoir-faire consistant essentiellement à articuler du fait et du droit, avec pour objectif de défendre l'honneur et la liberté de personnes accusées, ou de construire, à partir de données factuelles, la thèse de ceux dont vous porterez les intérêts civils, commerciaux ou sociaux, ou encore de rédiger un acte qui fasse utilement coïncider les buts de co-contractants au droit positif en vigueur. Les enjeux de toute nature attachés à ces fonctions seront parfois considérables. Vous découvrirez toutes sortes d'hommes. Votre maturité prendra rapidement une nouvelle dimension parce que vous aurez à côtoyer, en un temps record, toutes les facettes de l'humanité. C'est une tâche aussi exaltante que difficile qui vous attend. Vous serez des partenaires, mot que je préfère à celui d'auxiliaire. Partenaires de justice tout d'abord, soit parce que vous contribuerez avec les juges à l'œuvre de justice, soit parce que vous appliquerez vous-même ce qu'on appelle aujourd'hui le droit participatif, qui vous placera purement et simplement dans la situation du juge pour parvenir à des décisions qui ne nécessitent pas l'intervention de ce dernier. Je vous encourage à devenir des spécialistes de la procédure participative. Elle a été introduite par la loi du 22 décembre 2010, entrée en vigueur le 1er septembre 2011. C'est vous dire qu'elle est très récente. Elle permet à des parties adverses, assistées de leurs conseils, de conclure une convention au terme de laquelle elles s'engagent à tenter de régler amiablement leurs différends. Cette convention définit l'objet du litige et le terme de la négociation, avant l'arrivée duquel aucune juridiction ne peut être saisie par l'une ou l'autre partie. Ces dernières peuvent avoir recours à un technicien. La procédure prend fin à l'issue du délai fixé, ou en cas de résiliation de la convention, ou en cas d'accord conclu entre les parties. Dans cette dernière hypothèse, l'accord peut être soumis à l'homologation de la juridiction et il revêt alors la force exécutoire comme un jugement. Dans les autres cas, les parties retrouvent la liberté de saisir ou non une juridiction pour faire trancher leur litige. Je vous renvoie aux articles 2062 et suivants du Code civil et 1542 et suivants du Code de procédure civile qui régissent cette procédure. Je suis convaincu qu'elle va prendre une importance singulière dans les années qui viennent. Le rapport que M. Pierre Delmas-Goyon, conseiller à la Cour de cassation, vient de remettre au garde des Sceaux sur le juge du XXIe siècle propose même de créer un acte de procédure d'avocat qui consisterait à permettre aux avocats des deux parties qui sont d'accord de procéder à des mesures d'instruction avant toute saisine d'une juridiction ou dans le cadre d'une instance pendante.
Les avocats pourraient ainsi dresser des constatations, procéder à des auditions, certifier des pièces, désigner des sachants ou un médiateur. Ayez résolument à l'esprit de telles perspectives, avec la conviction qu'une justice négociée vaut mieux qu'une justice imposée. Recherchez donc toujours, dans l'exercice de vos futures fonctions, les possibilités de déboucher sur un accord. Adhérez aussi aux procédures de conciliation et de médiation pour aboutir au même résultat. N'oubliez jamais qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. N'oubliez pas non plus que le bon avocat fait le bon juge. N'oubliez pas enfin que parce que vous êtes un partenaire de justice, vous serez soumis à des règles éthiques et déontologiques apparentées à celles du juge, ce qui vous vaudra, à l'issue de votre scolarité, de prêter le serment d'exercer les fonctions d'avocat avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. L'éthique et la déontologie vous distingueront et feront la différence avec d'autres professions. L'attachement que vous leur porterez préservera la crédibilité indispensable d'une profession au cœur de l'intimité de nos concitoyens et au service de leurs activités et de leurs libertés fondamentales. Partenaire de justice, certes, mais aussi partenaire des acteurs économiques et sociaux, soucieux de sécuriser leurs relations contractuelles dans un cadre légal. Profitez de votre scolarité pour apprendre la rédaction des actes d'avocat qui vont désormais bénéficier d'un mode centralisé et performant de conservation, similaire à celui de la conservation des actes authentiques. Je pense en particulier à la rédaction de mandats de protection future, à la rédaction de dispositions testamentaires ou de pactes civils de solidarité, mais encore de baux de toute nature, d'actes de cautionnement, de promesses de vente, de cession de parts sociales, de reconnaissance de dettes, d'actes de constitution de société, de contrats commerciaux, de contrats de travail, d'actes de rupture conventionnelle, de contrats de travail. Vous devez absolument et résolument conquérir cet espace encore trop délaissé par la profession. Vous ne regretterez pas d'avoir consenti les efforts nécessaires à cette spécialité qui, si difficile et lourde de responsabilité qu'elle soit, répond à des besoins croissants dans un monde qui ne cesse de se complexifier et ne peut plus se dispenser de la sécurité juridique que seuls des professionnels avisés peuvent apporter. Partenaires enfin des administrés dans leurs relations avec les administrations. L'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que l'avocat peut représenter ou assister son client devant les administrations publiques sans que celles-ci ne puissent s'y opposer. Le Conseil d'État a très clairement jugé, le 27 octobre 1999,
puis le 5 juin 2002 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elle détermine, ils sont très rares. Les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Cette faculté d'assister ou de représenter devant les administrations est assortie du droit d'accéder directement aux informations détenues par ces dernières, ainsi que cela résulte d'un arrêt du 3 octobre 2003 de cette haute juridiction. Elle concerne aussi bien la matière contentieuse que la matière gracieuse. Tout un chacun pense le plus souvent à sa mise en œuvre devant l'administration fiscale, mais le champ de ce type d'intervention est beaucoup plus large. Pensez au domaine du travail, à celui de la consommation, à toutes les autorités administratives indépendantes, à l'éducation, aux instances disciplinaires, y compris en établissement scolaire. Voilà un champ d'intervention de votre profession qui reste aussi en grande partie à conquérir, car les administrés sont rarement conscients de ce qu'ils peuvent faire appel à l'avocat en dehors d'une action devant les juridictions administratives. Enfin, je ne pense pas inutile, à l'aube de votre scolarité, d'attirer votre attention sur la faculté de l'avocat d'être membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou administrateur de société sous certaines conditions, notamment celle de l'ancienneté dans la profession et celle que la mission concernée ne confère pas la qualité de commerçant indépendante avec l'indépendance de l'avocat. Je vous renvoie sur ces questions aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent votre future profession. C'est en tout cas à une révolution culturelle que je vous invite. Il peut vous paraître curieux que le juge qui va recueillir votre serment d'élève avocat évoque d'autres missions que la mission judiciaire traditionnellement impartie à la profession. L'objectif est, à vrai dire, de vous sensibiliser d'emblée aux évolutions dont vous devez être conscient et que vous devrez porter dans les années qui viennent. Trop d'avocats ont encore du mal à concevoir leurs fonctions hors des juridictions. Cette prise de conscience est, à mon sens, nécessaire à la sauvegarde de l'institution judiciaire. Cette institution, vous allez le découvrir rapidement, n'échappe pas à la crise que connaît notre pays. Cette crise se traduit par une baisse des effectifs de magistrats et de fonctionnaires, un accroissement corrélatif des délais moyens de jugement, un vieillissement des dossiers en stock, l'obligation de définir des contentieux prioritaires tant au niveau des politiques de juridiction qu'à celui des formations de jugement. Les difficultés sont telles que la conférence des premiers présidents, lors de son séminaire annuel du mois de mai 2013, tout en réaffirmant le caractère essentiel de l'accès au droit et à la justice, a considéré qu'il était désormais impératif de recentrer le juge sur son cœur de métier, son rôle n'étant plus de trancher des litiges son rôle n'étant de trancher des litiges
que lorsque d'autres procédures n'ont pas permis de parvenir à une solution acceptée. Cette conférence a donc préconisé des transferts de charges vers d'autres professionnels ou structures compétents, officiers d'état civil, notaires, huissiers, administration, assureurs. Elle a recommandé également de développer les modes alternatifs de traitement des conflits, spécialement la médiation, obligatoire mais gratuite dans certaines matières, rémunérée mais éligible à l'aide juridictionnelle dans d'autres. Elle a enfin préconisé des ajustements techniques, notamment le retour à la tradition française de l'appel réformation, la codification de l'obligation de structurer les écritures en numérotant les demandes, les moyens et les pièces, avec présomption d'abandon de ce qui n'est pas numéroté, pour permettre à tous les acteurs du procès de circonscrire facilement et rapidement le périmètre du litige et de fiabiliser le processus judiciaire. Ces prescriptions ont été mal reçues par les barreaux que vous composerez demain. Elles ont été formulées sur le constat que la judiciarisation des rapports sociaux est excessive et sur la nécessité de rétablir d'autres régulateurs des conflits. Que les avocats fassent partie de ces régulateurs et soient étroitement associés à cette évolution a paru évident et indispensable à la conférence des premiers présidents. Elle l'a exprimé, probablement de manière insuffisante, en préconisant une réforme de la représentation et de l'assistance obligatoire. Partant du principe que la loi autorise déjà la représentation et l'assistance devant les administrations, ainsi que je viens de le souligner, les premiers présidents ont souhaité imposer la présence de l'avocat aux côtés des administrés et des justiciables en la rendant obligatoire dès lors que la nature du contentieux ou l'enjeu du problème le justifie, là où, la plupart du temps, elle n'est actuellement que facultative. Il s'est agi dans leur esprit de renforcer le rôle de l'avocat dans la société, qu'ils estiment indispensable, et non de l'amoindrir, contrairement à la façon dont cela a été compris. Je souhaite profondément que le malentendu soit dissipé et que l'école de formation du plus grand barreau de France vous prépare efficacement à ces nouveaux champs d'intervention de l'avocat. Il m'a donc paru important de vous alerter dès aujourd'hui sur le fait que vous ne devez plus miser sur le tout judiciaire. Vous verrez alors que la question d'un éventuel numerus clausus sera évacuée, d'autant que les avocats devraient aussi, dans mon esprit, être associés à l'activité juridictionnelle bien plus qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Actuellement, les avocats peuvent compléter une formation collégiale au tribunal de grande instance et de la cour d'appel. Mais, d'une part, cette suppléance est ponctuelle et décidée par le président d'audience. D'autre part, elle n'est pas rémunérée. Je forme à nouveau le souhait qu'en cette période de grande difficulté soit codifiée la faculté pour les chefs de cour et de juridiction de compléter les audiences collégiales par des avocats ayant un statut de magistrats associés, moyennant le règlement de vacations horaires. Outre que ce serait un nouveau facteur de rapprochement des professions, de telles dispositions permettraient de faire face à la restriction des moyens humains des juridictions que je viens d'évoquer et de traverser la crise en offrant un débouché supplémentaire
aux avocats que cela intéresse. J'espère vous avoir convaincu, même si je n'ignore pas la relative technicité de ce discours, que l'avenir qui s'offre à vous est plein de perspectives. De la crise actuelle peut sortir des bouleversements auxquels nous n'aurions pas pensé dans le confort routinier d'une certaine opulence. Vous avez plein de projets à porter dans l'intérêt de votre future profession, des justiciables et de la justice, des citoyens aussi, dans l'exercice de leurs activités, et des administrés. Soyez convaincus que vous êtes en capacité, grâce à votre accès à l'école de formation du barreau, de contribuer à forger l'avenir de l'institution judiciaire dont vous êtes l'une des parties essentielles. Sachez aussi que vous pourrez compter sur le soutien actif des nombreux magistrats parisiens qui ont également à faire face aux évolutions en cours. La justice est au carrefour de défis qu'elle relèvera par la commune volonté de servir l'intérêt général. Elle doit se lancer dans l'avenir avec réalisme, inventivité et courage. Je ne doute pas que les élèves de la promotion Jean-Yves Le Borgne, un parrain qui m'inspire une haute et très cordiale considération, il le sait, et les avocats que vous allez devenir vont y contribuer de manière significative. Donnez-vous pleinement au métier singulier auquel vous vous destinez. Il vous le rendra au-delà de vos espérances. Madame la directrice de greffe, veuillez donner lecture de la formule du serment. Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. Je vous remercie, Madame la directrice de greffe. Alors, j'invite maintenant les élèves avocats à se lever. Je les invite à présent à lever la main droite, bien haut au-dessus de l'épaule, s'il vous plaît. Madame la directrice, pardon. Je vous invite maintenant à prononcer la parole rituelle. Je le jure. Je vous écoute. Je vous remercie. Je vous prie de vous asseoir. Monsieur le procureur général, avez-vous d'autres réquisitions? Je n'ai pas d'autres réquisitions, Monsieur le Premier Président. Merci, Monsieur le procureur général. La Cour donne acte au procureur général de ces réquisitions, à Madame la directrice de greffe de la lecture du serment et aux représentants, mais je dois dire à tous les élèves et avocats de la promotion Badinter, de leur prestation de serment, de la promotion Jean-Yves Le Borgne. Elle ordonne que du tout, il sera dressé procès-verbal, un procès-verbal qui sera annexé au registre de ces délibérations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'audience solennelle de prestation de serment est levée.